Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour dans Paris est à vous. Après les attaques de Michel Sapin et François Hollande contre les entreprises cet été qui n'investissent pas assez, les PME franciliennes ont-elles aujourd'hui les moyens d'investir? Quels sont les leviers mis à leur disposition pour innover et investir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Sabine Ange-Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Paris Région Entreprises. Paris Région Entreprises, c'est une nouvelle entité qui est née au tout début de l'été, née le 1er juillet dernier, qui renforce l'action économique de la région Paris-de-France en appuyant sur le développement des entreprises porteuses de valeur ajoutée économique, sociale et écologique. Finalement, ça regroupe l'Agence régionale de développement Paris-de-France et le Centre francilien de l'innovation. Randindi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Snips. C'est une start-up fondée en 2012, spécialisée en modélisation prédictive. Et tout le monde doit connaître, j'imagine. Vous avez notamment créé l'application Tranquillien qui permet de savoir quel est le meilleur moment pour prendre le train tranquillement, justement. Christophe Bonazzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de FinSecure, une société implantée à Nanterre, spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de sécurité incendie. Un marché très porteur, bien sûr, en ce moment, notamment auprès des particuliers, parce que ce sera obligatoire à partir de mars 2015. C'est ça, hein, entre autres. Alors, je le disais, nouveau recul de l'investissement des entreprises par rapport au trimestre précédent. On avait eu les chiffres il y a une dizaine de jours, moins 0,8%. Michel Sapin qui avait un petit peu appuyé là où ça fait mal. J'ai aussi relevé la petite phrase à l'époque du chef de l'État. Le pacte, c'est un contrat dans lequel chacun doit respecter ses engagements. Le gouvernement a tenu les siens. J'attends donc du patronat qu'il aille jusqu'au bout de la logique du pacte, qu'il utilise pleinement les moyens du CICE pour investir et embaucher et non pour distribuer des dividendes ou formuler d'autres revendications. Pour en dire directement là-dessus, Christophe Bonazzi, quand vous entendez ces propos, même s'ils ne vous concernent pas forcément directement, est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être, oui, on peut faire un peu mieux, ou est-ce que c'est se moquer de vous ? Non, enfin, personne ne se moque de moi. En revanche, des gens comme nous, et je dis nous, c'est une équipe qui a fondé FinSecure il y a une quinzaine d'années, qui a jamais pris un centime de dividende. C'est une société qui est assez lourdement capitalistique parce qu'on a besoin de beaucoup investir en R&D, beaucoup investir en outils de production. Donc ce genre de reproche, voilà, ça ne s'adresse pas à des entrepreneurs qui mettent leurs moyens personnels, enfin financiers, humains dans l'aventure et qui attendent longtemps, parce que c'est un projet qui a plus de 15 ans et qui est destiné à durer, avant d'en avoir un retour. Si retour il y a vraiment un risque dans une aventure comme ça. On est pour notre part probablement et même très certainement sorti du risque parce que l'entreprise a une certaine taille. On fait 30 millions plus d'euros et 250 personnes et on est sur un marché d'obligations qui ne va pas disparaître. Il n'y a pas beaucoup de risques au point de vue du marché, mais il y avait un énorme risque à lancer l'opération et il y a toujours un risque à essayer de le faire avec le rythme auquel on le fait. Voilà, avec des investissements qui sont permanents et qui continuent et qui même s'amplifient. Vous investissez ? Oui, on investit, voilà, on a investi lourdement, on est suivi pour ça par des agents publics et privés, c'est-à-dire BPI public et privé, c'est nos banques. On est suivi d'abord par nous-mêmes parce qu'en général ces acteurs-là sont contents d'avoir des entrepreneurs investisseurs et voilà, et on va continuer. Oui, on embauche. À notre échelle, voilà, moi je suis rentré dans cette société, on était 8 et on est 250 aujourd'hui. Donc entre-temps... Donc voilà, on embauche. Même en 2014, on embauche. Oui, en 2014, on embauche et on embauchera. Oui. Et pas seulement en France, parce qu'effectivement, on a aussi une présence à l'étranger. On développe aussi une mini multinationale. Enfin, le projet des 5-6 prochaines années, c'est de faire une mini multinationale avec des branches à l'étranger. Ça, on sent que l'étranger, l'international, c'est très important. Randini, c'est pas vous qui allez nous contredire. Snips, là aussi, croissance très rapide. Vous êtes petit encore pour l'instant. Et vous dites, on est 10, on sera à 30 en début 2015. C'est l'idée. C'est l'idée, effectivement. Jusqu'à maintenant, on a eu la chance de pouvoir se développer nous-mêmes à travers des partenariats et un petit peu de financement public. Là, on est en train de faire notre première levée de fonds externes pour justement tripler la taille de l'équipe et commencer à être un petit peu plus agressif dans notre stratégie de croissance. Donc vous aussi, vous investissez ? Moi, j'ai pas d'argent. J'imagine. Votre entreprise ? J'investis tout ce que j'ai comme temps, énergie, neurones. D'accord. Et l'entreprise, Snips ? Oui. Aujourd'hui, elle embauche ? Elle embauche tout le temps. C'est-à-dire qu'on essaye d'embaucher, même avant d'avoir fait la levée de fonds, encore 3-4 personnes. Et puis on s'est un petit peu en continu, mais c'est pas évident aussi pour nous de trouver les bonnes personnes, donc on prend notre temps. Oui, vous, c'est une autre question, un autre questionnement, plus que les moyens, aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes personnes. Ça, c'est compliqué. Sabine Ange-Albert, Paris Région Entreprises, c'est aussi un moyen d'offrir justement à ces PME, TPE franciliennes, les moyens de passer
passer un cap? Oui, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qui ont des projets de croissance à partir du territoire francilien et aussi d'attirer sur le territoire francilien de nouvelles entreprises qui sont dans leur développement international et qui ont besoin d'avoir un ancrage en Europe. Donc les deux entreprises qui viennent de témoigner à l'instant sont à l'image de l'entreprise francilienne, technologique, industrielle, et donc ce sont ces entreprises que nous accompagnons au quotidien dans des sujets qui sont très variés. Mais justement, est-ce qu'elles ont besoin d'accompagnement? Je m'entends quand aujourd'hui, effectivement, le gouvernement dit, voilà, on vous a donné un petit peu, on vous a donné de l'aide, de l'argent, maintenant c'est à vous de faire un pas. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une aide publique pour pouvoir passer un cap? Alors, au sein de l'agence Paris Région Entreprise, nous avons des consultants, des chargés d'affaires qui ont une expertise sur un certain nombre de sujets, en particulier l'innovation, le développement international et plus largement le développement durable. Donc, sur des sujets très spécifiques, nous sommes à même de dialoguer avec l'entreprise et d'essayer d'apporter un plus et de lui simplifier son action au quotidien. Donc, on n'est pas dans une aide financière, on est dans de l'ingénierie publique du temps très spécifique, de manière à parfois débloquer un sujet, parfois faire gagner du temps. Je pense que le sujet du rythme a été évoqué. Et puis parfois challenger le chef d'entreprise dans sa stratégie, le mettre en relation avec des ressources auxquelles il n'a pas accès des entreprises qui sont présentes sur le territoire. Parfois, c'est pas facile de trouver le bon fournisseur en région Île-de-France parce que finalement, on a un nombre d'entreprises. Donc, on est là pour simplifier la vie du chef d'entreprise de manière à faire en sorte qu'il puisse se concentrer sur son business plan. Pas forcément sous forme d'aide financière. Non, notre intervention n'est pas financière. Randindi, vous avez eu le prix du meilleur jeune innovateur de l'année par la revue de l'Institut de technologie du Massachusetts. Vous avez eu aussi un autre prix. Vous avez été primé en mars lors du concours Innovation 2030. Ça, c'est important, c'est ces aides-là, finalement, plus que les aides financières qui aident à passer des étapes? En l'occurrence, le concours mondial d'innovation, c'était une aide financière. Et pour nous, ça a été instrumental, mais il y a des aides, je dirais, qui ne sont pas directement financières, comme le fait d'être jeune entreprise innovante, où on a une réduction des charges sociales qui est conséquente, sans laquelle ça serait impossible pour nous de recruter suffisamment de personnes avec les fonds qu'on avait. Et je pense que c'est important que ces mécanismes se multiplient pour permettre à des jeunes entreprises qui n'ont pas encore atteint la profitabilité ou qui n'ont pas forcément énormément de fonds propres, de croître suffisamment vite pour y arriver. Donc ça, jeunes entreprises innovantes, le concours, vous disiez, c'est une aide financière, donc tout ça, c'est ce qui vous permet de passer des caps? Nous, en tout cas, ça nous a permis de démarrer, en l'occurrence sans faire appel à du capital externe, ce qui est quand même assez important pour une boîte comme nous. Alors, de votre côté, Christophe Bonazzi, chez Finsecure, alors on le disait, on est à un autre niveau, vous êtes plus de 250 aujourd'hui, mais est-ce que comme ça, il y a des moments aussi qui ont permis des aides publiques, d'une manière ou d'une autre, qui ont permis de débloquer les choses? Oui, il y a eu... Enfin, d'abord, il y a une aide publique qui est continue, et ça c'est très important, et sur laquelle on compte année après année, c'est le CIR. C'est la chose la plus importante pour nous, le crédit d'impôt recherche. Sur l'histoire de l'entreprise, c'est plusieurs millions d'euros qui nous sont revenus, et on dépense 10% du chiffre d'affaires en recherche, ce qui est tout à fait considérable dans un secteur comme le nôtre. Et on continue à garder ce rythme de 10%, ce qui veut dire que l'équipe de recherche est passée de 1 personne au début à 15 aujourd'hui. Et ça, on l'aurait pas fait sans le crédit d'impôt recherche. Le deuxième élément, c'est les gens de la BPI. Alors la BPI, ça regroupe maintenant un certain nombre d'entités, mais qui nous ont aidés. Ils ont différents instruments et tous les instruments sont bons et les gens sont bons aussi. Ils sont en contact des entreprises depuis longtemps. Ils nous font pas perdre de temps. Et on a toujours eu, parce que les modèles et les aides, les structures d'aide ont changé, mais on a toujours eu des choses utiles et agréables, je dirais, voilà, avec la BPI. Et puis simplement rapidement. Récemment, on a pu avoir accès au SAE, le service des achats de l'État, qui a inventé des nouveaux marchés qui vont plus vite aussi pour des PME et qui nous ont permis d'avoir des marchés publics intéressants. Voilà, ça, Comment ça fonctionne, les services des achats de l'État? C'est une agence de l'État, donc c'est l'État sans être l'État. Je suis pas voilà, avec des gens qui sont une équipe qui est à moitié ex-privé et ex-fonction publique et qui débloque des marchés. Oui, qui repense les marchés publics et en tout cas d'une façon qui nous a permis à nous de nous insérer, sachant que c'est parce qu'on avait une œuvre innovante qu'on a gagné, c'est pas parce qu'on est français ou parce qu'on connaît quelqu'un. Oui, même si tout est made in France chez vous. Oui, tout est made in France, mais là c'est un marché de service. Alors a fortiori, il est made in France, mais
Voilà, non, c'est parce qu'on avait effectivement une offre innovante et qu'on a pu être, je dirais, être mis en contact. Ce qu'a dit Madame sur ce que peuvent faire des agences comme ça, la mise en contact, c'est tout à fait important. Le CIR, c'est de l'argent, c'est bêtement de l'argent, mais c'est beaucoup d'argent pour des gens comme nous. Et les contacts, c'est une deuxième dimension qui est tout à fait intéressante. Alors, FinSecure, SNIPS, comme ça, on se dit, bon, il n'y a pas beaucoup de rapports, mais vous avez quand même un point commun, tous les deux. Vous êtes nés, justement, avec des chercheurs, tous les deux. Hein, finalement, vous le disiez tout à l'heure, votre histoire, elle a commencé vraiment dans la recherche-développement. Elle est née même sur un campus. Hein. Oui, c'est Jacques Lévinaire, ESPCI, enfin, qui était directeur scientifique de l'ESPCI, qui a lancé l'activité à partir de recherche publique. L'ESPCI, ça appartient à la ville de Paris, et ils ont fait des travaux sur une modalité particulière de détection incendie, ils en ont fait un produit, et c'est devenu une entreprise. Et après, maintenant, l'histoire a continué, mais c'est ça l'origine. Ouais, Ron Indy, c'est ça aussi. Vous êtes tous chercheurs au départ, et c'est vraiment de là qu'est partie l'histoire, le savoir-faire technologique. Exactement. En fait, à un moment, on a réalisé que tout ce qu'on avait appris à faire dans nos recherches et dans nos vies pouvait s'appliquer au quotidien des gens et que ce n'était pas encore fait. Et c'est là où on s'est dit, pourquoi pas monter une boîte dont le but est d'exploiter ces technologies d'analyse de données massives pour en faire une utilité au quotidien. Alors on voit bien avec ces deux exemples, Sabine Angelbert, on se dit finalement, oui, ce sont des gens qui savent innover, qui au départ, de toute façon, ont une idée, une avance technologique. Est-ce que c'est forcément ces profils-là qui vont mieux réussir, qui vont être plus aidés aujourd'hui ? On voit tout type de réussite. C'est avant tout une affaire d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, ont envie de développer un projet, qui y croient, qui ont autour d'eux, qui fédèrent un certain nombre de compétences. Alors, bien entendu, l'aspect technologique peut être important pour gagner en compétitivité, mais on voit de nombreux projets qui sont très innovants et qui n'ont pas forcément de caractère technologique. Par contre, dans la vie de l'entreprise, on peut innover sur une innovation sociale et à un moment donné rajouter de la technologie pour faire évoluer le projet et lui redonner une deuxième vie. Voilà. Donc tout ça, ce qui est effectivement important, c'est d'avoir des projets qui se succèdent et de pouvoir rythmer le développement de l'entreprise, et c'est là qu'on intervient dans ces phases de changement de rythme pour faire en sorte que l'entreprise ait effectivement les bons contacts et les bons réflexes. Ron Indy, vous parliez d'international tout à l'heure. Vous êtes petit, jeune, mais déjà présent à l'international. Vous avez de grandes ambitions en la matière. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on ne peut plus réfléchir de toute façon en franco-français? Je pense que c'est une erreur d'ignorer, dans notre secteur à nous en tout cas, c'est une erreur en fait d'ignorer l'international. Par définition, la technologie s'applique n'importe où on peut récolter de la donnée sur ce qui se passe dans une ville. Ce n'est pas du tout spécifique à la France. La seule particularité qu'on a, c'est qu'on a été créé en France, que notre équipe est en France. Mais clairement, si on n'allait pas aux États-Unis rapidement, par exemple, c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un vienne des États-Unis avec un produit qui soit en compétition avec nous, avec beaucoup plus de financement qu'on peut en avoir en Europe, et il viendra sur notre territoire. Et ça, comment vous avez réussi à approcher le marché américain? Je crois que notamment du côté des parcs-mètres, c'est ça? Oh, ça c'était un premier projet, c'était il y a longtemps. C'est le projet qui... Oh, il y a au moins 2 ans. Ouais, 2 ans c'est long pour une start-up, hein. C'est une vie. Hein. Waouh. En fait, on a fait un partenariat avec un opérateur télécom à San Francisco en février dernier pour présenter un modèle de prédiction d'accident de la route basé sur de la donnée géolocalisation. Pardonnez-moi, mais ça a l'air simple comme ça quand vous dites on a fait un partenariat avec un service. Vous arrivez, bonjour, je suis un petit Français, Ron Indy. C'est un peu ça. Hein. Et ça marche. Non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Ce qui se passe en général, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc les gens parlent un peu de nous, disent tiens, il y a ces startups qui font des trucs intéressants, ils ont une techno pas mal. Du coup, nous, ça nous met en relation avec des gens à qui on va montrer ce qu'on sait faire. Mais pour être honnête, c'est complètement dépendant aussi de la faculté des fondateurs de la start-up de se vendre et de vendre leur technologie. Si on n'est pas sympathique, personne ne va nous faire confiance, quoi. Oui, ça prend le capital sympathie à Paris Région Entreprise. On travaille beaucoup sur les sujets de communication et de marketing parce que plus l'innovation est technologique et plus il faut apprendre à bien la vendre. Donc oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais l'audace de l'entrepreneur est très importante. Christophe Bonadi, vous aussi, l'international, bien sûr. Oui, alors, c'est pas tout à fait bien sûr parce qu'on est un métier très normé. Dans les normes, il y a des normes françaises, des normes, etc. dans chaque pays. Donc en fait, c'est très cloisonné. Je pense qu'une base pour aller à San Francisco, c'est de parler l'anglais, ce qui est pas tout à fait, c'est donné à personne et c'est pas le cas de beaucoup de dirigeants, en tout cas de tous les dirigeants et encore moins des équipes. Et c'est tout à fait essentiel. Donc pour nous, aller à l'étranger, c'est être étranger, c'est être anglais en Angleterre, belge en Belgique, etc. Donc ça se passe par croissance externe naturellement.
Et donc il faut le faire patiemment et puis laisser les gens dans leur territoire, l'équipe qu'on a trouvée, voilà, se développer et l'aider avec les technos qu'on a. Ce qu'on apporte, on a une filiale en Angleterre depuis quelques années. D'abord on l'a connue 4 ans avant de l'acheter, donc il y avait une relation qui était de confiance qui était là, on était leurs clients. Et après on leur a apporté des technos et on les a, voilà, on a changé un certain nombre de choses dans l'entreprise, mais en les laissant quand même diriger leur business. Mais c'est ça qui est intéressant, au-delà de l'aspect normatif, on sent aussi qu'on n'est peut-être pas la même génération d'entreprise sur la manière de se développer. Oui, pour autant, je pense qu'on se comprend très bien. Évidemment, évidemment, je ne veux pas du tout vous opposer, mais on sent que peut-être en 10 ans, je ne sais pas, Sabine Anjalber, peut-être les choses ont changé, justement sur l'innovation, l'investissement, sur les moyens de développement des jeunes entreprises. Ça dépend avant tout du type d'activité sur lequel vous avez. Dans le domaine de l'Internet et des applications, effectivement, tout de suite, il faut aller à une échelle internationale très forte. Le marché des États-Unis est incontournable. Quand on est sur du produit industriel très normé, on peut faire le choix d'une stratégie internationale différente. Donc il faut replacer dans le contexte industriel. Je rebondis sur ce que disait monsieur sur la logique de la croissance externe. C'est des sujets sur lesquels on veut continuer à travailler parce que les entrepreneurs français ou franciliens qu'on accompagne n'ont pas forcément le réflexe de la croissance externe pour le développement à l'international, alors que c'est une solution qui n'est pas facile pour autant, mais qui leur permet plus facilement parfois d'accéder à certains marchés. Et je pense que ce qui est important, c'est nous, ce qu'on a réalisé, c'est que dès le début, il fallait qu'on se mette dans un état d'esprit où on voulait être global. On ne pouvait pas en fait se limiter à la France. Donc par exemple, quelque chose qu'on a fait qui a tout changé, c'est que l'intégralité de tout ce qu'on fait, nos discussions, nos rendez-vous, nos meetings, nos notes, nos emails sont en anglais. Ce qui veut dire que par défaut, la langue de notre société est l'anglais, à part quelques documents administratifs qu'on est obligé de faire en français. Et ça veut dire que... Et là, justement, vous avez l'impression que la France, justement, l'administration française ne va pas assez loin ? Je sais pas. J'ai pas forcément creusé trop loin cette question-là, mais je pense qu'effectivement, on gagnerait à améliorer l'intégration potentiellement d'ingénieurs étrangers qui voudraient venir travailler en France. Ça, c'est un véritable problème. C'est si une entreprise ne parle que français, ne peut que recruter des francophones. Or, on sait que beaucoup d'ingénieurs très talentueux sont américains, anglais, japonais, chinois. Et on a besoin en fait de créer une ambiance qui les attire aussi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début. Et le résultat, c'est qu'on a 6 nationalités dans notre équipe aujourd'hui, sur 10 personnes. Donc c'est pas mal quand même. Justement, d'un mot pour terminer, très rapidement. Aujourd'hui, on sent qu'on est dans des entreprises en croissance très positive. Je crois que vous êtes sur 25% de croissance par an chez FinSecure. On doit être au moins de cet ordre-là chez Snips. Ouais. En tout cas, vous continuez à croître régulièrement avec de grandes ambitions. Dans le contexte économique actuel, qu'est-ce qui vous freine le plus ou qui pourrait vous freiner ou qui... La compréhension de la quantité insurmontable de choses administratives à maîtriser. C'est un truc qu'on apprend un petit peu sur le tas. Le choc de simplification, c'est pas encore. Mais enfin, en tout cas, il faudrait simplifier encore beaucoup plus, quoi. C'est clair. On passe trop de temps à faire de l'administratif. Alors qu'on devrait passer du temps à être créatif, à inventer, fabriquer et développer. Christophe Bonazzi, qu'est-ce qui vous freine ? Oui, non, alors, on a dépassé le stade où l'administratif pesait parce qu'on sait faire et puis on a des services autour de nous, enfin des conseils. Mais ça prend quand même du temps. Oui, ça prend du temps. Mais non, je pense que ce qui nous freine, c'est nos propres imperfections. Voilà, nous on a la chance d'avoir des marchés réglementaires qui ont en ce moment des bouleversements qui sont positifs. Vous l'avez dit, l'imposition du détecteur domestique. Et puis dans les bâtiments professionnels, le remplacement de détecteurs ex-ioniques par des détecteurs optiques. Ça, c'est 2 marchés réglementaires qui sont des opportunités de taille. Oui, là pour l'instant, oui. Voilà, ça nous tire. Ce qui nous freine, c'est pas les contraintes administratives, c'est la mise en place d'une organisation où effectivement on change d'échelle. Et ce qui était une entreprise de 50 personnes il y a 5-6 ans, on est 250 aujourd'hui avec un certain nombre de filiales et on n'a pas fini d'organiser voilà, et on envisage de doubler à court terme. Donc on a un travail interne important. Merci beaucoup à vous en tout cas pour ces témoignages positifs et optimistes. Christophe Bonazzi, directeur général de FinSecure, Randy Lee, fondateur de Snips, merci beaucoup à vous. Sabine Anjalber, directrice générale de Paris Région Entreprise. Merci beaucoup à vous, merci à tous les 3. Restez avec nous, Paris est à vous. Continue dans un instant sur BFM Business juste après un nouveau journal. Paris est à vous.